La menace russe est là, elle est là pour le long terme. Et les Russes, en ce moment même, se reconstituent à un rythme rapide. J'ai déjà mentionné ce chiffre. Avec une économie de seulement 2 000 milliards de dollars, contre 50 000 milliards pour l'OTAN, soit 25 fois plus importante, ils produisent 4 fois plus de munitions que l'ensemble de l'OTAN. Ils produisent en 3 mois ce que l'ensemble de l'OTAN produit en un an. Alors, Général Paloméros, ces chiffres sont tellement impressionnants, je les souligne, hein, avec une économie de seulement 2 000 milliards de dollars contre, on parle de la Russie, contre 50 000 milliards pour l'OTAN, 25 fois plus, et c'est la Russie qui arrive à produire beaucoup plus de munitions notamment. Comment comprendre cela ? Oui, alors la bataille des chiffres, j'ai un tout petit peu de mal à suivre. Et pourtant, comme vous le disiez, j'ai été commandant suprême de la transformation, donc je connais un peu les chiffres vis-à-vis de l'OTAN. Vous savez, l'OTAN n'a pas d'armée en soi. C'est chaque pays, il faut le rappeler sans cesse, que chaque pays fournit les moyens qui sont demandés par l'Alliance Atlantique d'un commun accord. Et c'est pour ça que les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir bientôt à la fin du mois. C'est pour redéfinir ces cibles. Dans l'OTAN, vous avez le plus gros provider, si je puis dire, c'est évidemment les États-Unis, 1 000 milliards de dollars. Alors vous voyez qu'atteindre 50 000, je ne sais pas où est la norme de Mark Rutte, mais c'est, pour moi, je le dis avec beaucoup de respect, mais ce n'est pas compréhensible. Quand j'étais en 2014 à l'OTAN, j'ai poussé avec quelques autres l'idée que si les pays ne dépensaient pas au moins 2% de l'OTAN, 2% de leur PIB, dont 20% dans l'investissement, nous n'arriverions pas à remonter en quelque sorte les capacités militaires de l'OTAN, sans lesquelles l'Alliance Atlantique est évidemment incrédible. Maintenant, donc moi je ne présenterai pas tout à fait les problèmes sous cet angle. On a un pays qui s'appelle la Russie, qui est en économie de guerre. On a un bloc occidental, il faut dissocier d'ailleurs les États-Unis du reste et des Européens en particulier, qui n'est pas sur le pied de guerre. Les États-Unis ont, comme je le disais à l'instant, un budget de défense de 1 000 milliards. Ça leur permet de faire beaucoup de choses. Nous, on n'a pas du tout ces budgets de défense et on n'est pas dans l'esprit, ni même de préparer la guerre. C'est ça le fond du problème depuis le début. C'est pour ça qu'on a du mal à soutenir l'Ukraine et c'est pour ça qu'on ne peut pas atteindre des chiffres invraisemblables tels que les évoque Mark Rutte. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Général Si j'étais Paloméros, commandeur, je lui dirais. Général, avouez que ça fait mauvais effet quand même. On a le secrétaire général de l'OTAN. Et vous qui êtes ancien commandeur suprême de la transformation, oui. Et vous n'êtes pas d'accord, c'est quand même un peu ennuyeux. Disons. C'est pas l'association des boulistes du coin, c'est l'OTAN. C'est la plus grande alliance militaire de tous les temps. Et on a deux versions très différentes. Voilà. Darius, j'étais commandeur suprême de l'OTAN et donc conseiller direct du secrétaire général. Le conseiller général, il a 2 autorités militaires, même 3 autorités militaires au premier lieu, et moi j'étais un de ses conseillers. Donc ce que je dis, je l'assume. Maintenant, Mark Rutte peut expliquer par A plus B, et je crois que cette démonstration ne va pas fonctionner. Je l'ai vécu en 2014. Si nous n'avions pas fixé des choses qui étaient acceptables et atteignables par les pays, nous n'en serions, pas là aujourd'hui. Général, je me permets de lancer la discussion sur ce plateau. Il y a dans tout ce qu'on vient d'entendre quelque chose d'un peu dévastateur dans les opinions européennes, où on entend beaucoup dire on exagère, on ne sait pas trop, on fait des effets de manche et en fait personne ne sait très bien ce qu'il en est. Oui, ce que vous êtes en train de dire, mon général, c'est que Mark Rutte, en fait, essaye de faire peur aux Occidentaux et aux Européens en particulier. Avec ces chiffres. Oui, mais c'est assez... je me répète, mais je pense qu'il faut présenter le problème sous l'angle la sécurité, la défense collective, ça a un prix. Il faut que chaque pays, et c'est inscrit dans le traité de Washington de 1949, Général, c'est vrai ou c'est pas vrai. Général, pardon de vous interrompre, mais ce que dit Rutte est vrai ou n'est pas vrai. On ne peut pas dire que c'est une façon de présenter les choses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai quand il dit ils produisent 4 fois plus de munitions que l'ensemble de l'OTAN? Quand il dit ça, est-ce que c'est vrai, par exemple? Ça dépend de quel type de munitions. Évidemment, ils se sont mis en situation de produire massivement des drones. Et ça, c'est vrai, ça marche. Ça fait 2 ans, j'en parlais sur votre antenne en disant attention, les Russes sont en train de se doter de capacités de produire d'une manière massive des missiles et des drones. Et c'est vrai aujourd'hui. Donc dans ce domaine-là, c'est vrai. Maintenant, sur le reste, peut-on comparer les avions de combat de la Russie avec les avions de combat de l'OTAN? Vraiment, on n'est pas dans la même gamme.
Non mais, Général Paloméros, ce que dit, j'ai l'impression, Mark Rutte, c'est que finalement, réveillons-nous, nous, États membres de l'OTAN, en plus il va y avoir le sommet bientôt, parce que côté russe, effectivement, il y a cette économie de guerre et ils produisent plus que nous, ils sont beaucoup plus motivés que nous pour produire. C'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Non, mais je comprends bien le fil de l'histoire, simplement. La manière dont il exprime, je pense que ça crée un doute et il faut être aussi clair que ce que vous venez de dire. Enfin, il faut parler simplement si on veut se faire comprendre. Il faut être clair. Nous, les membres de l'OTAN ont besoin de construire une économie qui va leur permettre de préparer la guerre, de le faire à titre individuel et de le faire collectivement. C'est ça l'enjeu, c'est ce que nous défendions en 2014, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Général Paloméros, faisons entrer dans la discussion quelqu'un qui passe, et avec raison, pour très proche des Russes, c'est le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui était l'invité de LCI tout à l'heure. Entretien exclusif, et vous allez voir, il a une position assez surprenante, puisque lui dit, contrairement à ce qu'on entend souvent à l'Ouest, en réalité, on exagère en quelque sorte le danger russe, puisqu'il n'arrive même pas à prendre l'Ukraine. Donc, c'est faux de dire qu'il menace l'OTAN. Écoutez sa version, elle est inversée à la discussion. Commençons d'abord par les événements guerriers, si vous le voulez bien. Les bombardements en Russie, en Ukraine. Y voyez-vous le risque d'une guerre générale en Europe ? Non. Pourquoi ? Parce que les Russes sont trop faibles pour cela. Ils ne sont même pas capables de vaincre l'Ukraine, donc ils sont incapables de vraiment attaquer l'OTAN. Voilà, c'est quand même intéressant. Avouons que celles et ceux qui nous écoutent peuvent être fondés à être un peu étonnés, parce que depuis maintenant des semaines, il y a la version « attention, la Russie est très dangereuse, elle pourrait faire des choses qu'on ne soupçonne pas », et puis immédiatement après, les autres qui vous disent « non mais en fait, n'exagérons rien ». Et souvent, dans les deux camps, ça varie. C'est pas seulement les pro ou les anti-russes. Dans les deux camps, ça varie. C'est pas net. Mais en l'occurrence, l'opération russe en Ukraine était totalement sous-dimensionnée. Et on en voit les résultats. C'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement la bonne quantité d'hommes et de matériel qu'on n'y va pas. Par ailleurs, il y a des manières très, j'allais dire, conventionnelles, traditionnelles presque, de faire cela. Il y a aussi des moyens hybrides. Donc il y a toute une sorte de manière dont la Russie pourrait très habilement déstabiliser l'OTAN sans faire dévaler des quantités d'acier et de chair en direction, par exemple... Oui, mais une guerre est une guerre. À un moment donné, les machins hybrides, les punaises de lit, on comprend. Mais enfin voilà, quand même, une guerre est une guerre. Voilà, je veux dire, à un moment donné, oui ou non, est-ce que la Russie a les moyens que la Russie soviétique avait ? On s'est préparé pendant des décennies à ce qu'elle déferle sur l'Europe de l'Ouest. Est-ce que ce scénario existe encore ou est-ce qu'elle est trop faible pour cela ? Non, la Russie n'a pas les moyens qu'avait l'armée rouge, qu'avait l'Union soviétique, ça c'est clair. Ça c'est le premier élément. En revanche, elle a des capacités offensives incontestables. Alors, pas pour envahir l'Europe. Je crois que c'est Mark Rutte qui disait il faut se réveiller sinon on va parler russe. Peut-être que ce sera le cas pour les pays baltes, mais ce sera en France on ne va pas parler russe. Non, on ne sera pas envahi par la Russie. En revanche, les Russes ont quand même une capacité à attaquer, à continuer à faire des offensives, à des coups. On pense évidemment aux pays baltes, mais ça peut être sur Mais pourquoi, pardon de nous interrompre, pourquoi est-ce que ce qu'on a dit pendant des décennies pour l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'elle était prête à envoyer ses chars déferler sur l'Allemagne de l'Ouest, etc., pourquoi maintenant on considère que ça n'est pas possible ? C'est pas du tout dans la même dimension. Idéologique, non. Donc la Russie de Poutine est beaucoup plus faible militairement que l'était l'Union soviétique. Oui, bien sûr, oui, numériquement. D'ailleurs, globalement, elle a conservé les mêmes matériels, mais beaucoup. Et elle fait la guerre avec les restes et les stocks de l'armée rouge, à part que les effectifs sont moins importants. Mais juste Mais comprenez, pardon, je vous interromps de nouveau, mais comprenez que pour ceux qui nous écoutent, tout ça semble un peu incohérent. On ne peut pas pendant des jours dire attention, la Russie c'est très grave, on est dans un danger mortel, et puis juste après dire n'exagérons pas, par rapport à l'Union soviétique c'est beaucoup plus faible. Oui, mais le problème c'est que nous aussi on est beaucoup plus faible que pendant la guerre froide. On dit les Russes n'arrivent pas à vaincre l'Ukraine, d'accord. Mais l'Ukraine c'est par exemple 80 brigades de manœuvre, 80 brigades de combat, c'est-à-dire autant que l'Europe. Nous des brigades on en a 7. Combien pendant la guerre froide ? On en avait 20. Non, je ne dis pas de bêtises. On avait par exemple 6 divisions blindées. Là, on n'en a plus qu'une.
On a une brigade. Alors ça, c'est un peu, en bon français, c'est un peu emmerdant. Ça, je vous le concède, mais car non, là, c'est tout relatif. Tout le là, problème que l'on a, c'est qu'on s'est contracté. On a contracté dans plein de domaines et qu'on a beaucoup de mal à remonter en puissance. On est très lent. Le ministre des Armées, M. Lecornu, vendredi sur LCI, expliquait cela. Expliquait à quel point nous avons réduit les budgets militaires, notamment ici en France, jusqu'à peau de chagrin, et que maintenant la remontée est une volonté qui est exprimée, de là à ce qu'elle se manifeste dans le monde réel par un effort industriel, parce que c'est ça qui est décrit du côté russe, c'est la dimension industrielle de ce conflit, et la très forte mobilisation de l'industrie russe a un effet dissuasif et effectivement inquiétant. Après, on a beaucoup évoqué autour de ce plateau, c'est un peu l'idée de la percée, c'est-à-dire que la Russie, j'allais dire avec un coût relatif, pourrait essayer quelque chose pour tester, venir, j'allais dire, lécher les flancs de l'OTAN, voir comment ça réagit, et si ça réagit pas ou peu, exploiter éventuellement cette percée. C'est ça, je pense, l'un des scénarios qui est envisagé. Général ? Oui. C'est vous, Général Paloméros. Il y en a un seul, là. Oui, on a un colonel. Bon, il n'a pas encore été promu. Non, toujours pas. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec les réflexions que vous échangez. Personne ne sait ce que sera la Russie dans 4 ou 5 ans. Et de toute façon, si l'OTAN a un sens, et on va, j'espère, le confirmer au sommet de la fin de ce mois, j'ai un tout petit peu de doute quand même sur l'attitude américaine, on pourra y revenir si vous le voulez, mais si l'OTAN a un sens, c'est parce qu'elle est capable de dissuader justement la Russie d'aujourd'hui et de demain de s'attaquer à l'un de ces pays membres. Et c'est ça la question. De quoi avons-nous besoin pour dissuader la Russie que de ne pas nous attaquer? On a besoin de forces, c'est vrai, défensives pour se protéger pour le premier coup, mais on a besoin aussi de capacités de frappe qui sont indéniables et qui sont très puissantes, et on en a de bons exemples aujourd'hui, et dans toute la gamme, de manière à bien faire comprendre à M. Poutine ou à son successeur que si la Russie attaque, elle aura une réponse qui ne sera pas forcément nucléaire, bien entendu, mais une vraie dissuasion conventionnelle. C'est ça qu'il nous faut. Le ton de Rutte, quand même, comme vous le dites, il est extrêmement alarmiste quand il dit, et on le cite, « Lorsqu'il s'agit de préparer votre société à la défense, c'est évidemment difficile, car les sommes qui y sont consacrées ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins. » Et c'est là où il y a sa fameuse sortie sur « On parlera russe ». Au final, si les Russes gagnent, vous conserverez toute votre richesse, mais vous devrez parler russe. Personne ne veut ça. Guillaume Roquette. Oui, alors, faut pas oublier que Rutte, il en fait des tonnes parce que il voit quand même que son job est un peu menacé dans la mesure où les Américains pourraient s'en aller. Et donc, comme Trump a dit, vous les Européens, il faut que vraiment vous preniez votre défense en main. Bon, il montre que c'est un bon élève et qu'il est assez efficace. Alors, c'est évidemment excessif ce que dit Mark Rutte. Ce qui est vrai quand même, c'est que l'invasion de l'Ukraine a été un bouleversement majeur parce que pour la première fois en Europe, un pays frontalier de l'OTAN en envahissait un autre. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Alors, certes, il y a la distance. Vous vous souvenez que le général de Gaulle disait la menace soviétique, elle est à 2 étapes du Tour de France, parce que c'était à peu près la distance qu'il y avait avec des troupes du pacte de Varsovie. Aujourd'hui, heureusement, ils sont quand même beaucoup plus loin. Donc, nous, on n'est pas prêts de se mettre à parler russe, bien que ce soit une belle langue, mais en ce moment, on n'a pas trop envie de la parler. Mais là où Mark Rutte a raison, c'est qu'il faut habituer les opinions publiques, effectivement, à faire cet effort. Après, il faudra trouver l'argent. Oui, je crois que le général Paloméros sera d'accord avec ce principe énoncé par Mark Rutte, qui est simple, qui est que justement, il faut que la dissuasion européenne soit tellement forte et tellement puissante que la Russie n'essaiera jamais, ne tentera jamais, justement, d'envahir l'Europe. C'est bien ça, le principe même de la dissuasion, n'est-ce pas, général ? Oui, absolument. Le tout, c'est de bien définir les moyens et de ne pas... c'est pas une question d'exagération, il faut qu'on reste réaliste. On est dans des sociétés démocratiques, il faut qu'on vive avec ça, et il faut qu'on fasse comprendre progressivement, vous avez raison, Mark Rutte a raison, que l'effort qui est consacré à notre défense n'est pas suffisant. Mais on ne peut pas atteindre... je ne sais pas si M. Trump mettra 5% du PIB sur la table, c'est irréaliste, donc ça ne se fera pas. Donc il faut y aller et surtout définir, et en particulier pour les Européens, quelles sont les capacités critiques
que nous devons développer entre Européens. Nous n'avons pas de défense antimissile. Nous avons assez peu de moyens de frappe dans la profondeur digne de ce nom. On en a, mais pas suffisamment. Nous devons remonter nos stocks, c'est clair, et on a un problème humain. C'est clair, net et précis, on a un problème humain pour défendre. On demande plusieurs brigades supplémentaires à l'Allemagne. Elle n'est pas prête, même si elle rétablit la conscription, elle n'est pas prête à les fournir aujourd'hui. Et c'est vrai que la dimension humaine, elle est au cœur, on le sait, du conflit ukrainien. Donc, ne nous exonérons pas de cette réflexion aussi. Je ne dis pas qu'il faut restaurer le service militaire, n'empêche qu'on a quand même un problème de main-d'œuvre, entre guillemets, au sens le plus noble du terme.